If you don't have a problem with the rhythm, then we move on to the next presentation of Luxembourg. Bonjour à tous, merci de nous avoir accueillis ici. Donc, mon nom est Chaf Milaninia, je travaille au service urbanisme de la ville de Luxembourg pour le patrimoine. Et ma collègue Isabelle Yegles est historienne et archéologue. Elle travaille au Fonds de rénovation de la vieille ville. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, pardon. Donc, Luxembourg. Où est Luxembourg? Ben, vous le verrez, hein. Europe, tout le monde le connaît, capitale, une des capitales officielles de l'Europe. Monsieur Juncker, qu'on voit tout le temps à la télévision, l'euro. Nous avons un grand-duc et une grande-duchesse nous avons des banques, nous avons 100 000 habitants à la ville qui doublent la journée avec des gens qui viennent travailler à Luxembourg. Et nous avons aussi un passé qui est très peu connu, mais qui a commencé avec une histoire d'amour, en fait, entre Siegfried, le comte Siegfried, et une femme poisson, Melusina. Donc là, ce que vous voyez, c'est le tout début, l'histoire d'amour qui a commencé... Ah, mon pointeur ne marche pas. Bon. Au tout début, que vous voyez en gauche, vous allez voir après 500 ans, ça a un petit peu développé donc le Moyen-Âge, et on a eu successivement les Espagnols, les Français, les Autrichiens et les Pays-Bas, donc tout le monde est ici, qui ont été à Luxembourg, et l'évolution en fait a été très grande jusqu'au XXe siècle. En 1994, nous avons obtenu, suivant le critère 4, l'UNESCO. C'est une cinquantaine de kilomètres carrés la ville, et la zone tampon, elle fait environ 1 kilomètre carré, et la zone protégée, en fait, elle fait 0,3. Le projet que nous allons vous montrer se fait en 2 parties, entièrement en zone protection UNESCO. Une partie la vieille ville, donc les habitations, et une partie les... Il y a un truc qui marche pas. Ah, comme ça, d'accord. Et une partie voirie. Je suis désolée, je ne sais pas ce qui se passe. Non. Voilà. Et une partie qui est les espaces urbains. On va commencer par une mauvaise expérience qui est celle des 2 îlots que vous allez voir qui ont été rénovés dans les années 70. Dans les années 70, où en fait on s'est contenté quelque part de très très peu de recherches scientifiques, historiques et ainsi de suite, et on a un petit peu eu des créativités pour la reconstruction, voire de nouvelles constructions d'immeubles qui étaient peut-être beaux et un petit peu typés, mais qui n'avaient pas grand-chose à voir vraiment avec l'histoire. Donc on a un petit peu refait tout cela autrement, et ça, là c'est Madame Yegles qui va vous expliquer pour la partie de la vieille ville. Oui, bonjour. Donc, je vais vous présenter le Fonds de rénovation de la vieille ville et ses activités. Donc, la création d'un fonds de rénovation de la vieille ville pour les 4 îlots A, B, C et D est un établissement public d'utilité publique, et c'est un engagement concret pour la protection du patrimoine et la revalorisation de la vieille ville. C'est un fonds qui a été créé en 1993. Il a commencé à travailler concrètement sur le terrain en 2000. Donc, loin de vouloir faire un musée en plein air, le programme était de réanimer ces îlots de la ville et d'intégrer du logement, parce que ces maisons étaient en fait délaissées de ses habitants et aussi détournées pour occuper des bureaux en fait. Ici, vous voyez que lorsque le fonds étant propriétaire majoritaire des parcelles, il peut chercher des solutions d'ensemble à utilité publique. L'exemple montre comment les erreurs du passé récent, des constructions en béton beaucoup trop hautes, ont pu être redressées pour donner une belle visibilité au clocher de l'église millénaire. Et c'est une des vues aussi très belles de la ville, parce que la ville a une très belle silhouette, une topographie rocheuse. Les infrastructures, comme vous voyez à l'image, étaient vieilles, les maisons mal entretenues, le quartier délaissé, l'empreinte de l'automobile était partout.
Et donc, dans cet exemple, vous voyez la restructuration du Musée national et d'art avec la création d'un parvis de musée et de 3 niveaux sous la place. On a fait aussi un bâtiment contemporain de transition placé devant les anciens immeubles qui ont été rénovés et qui servent au musée. Donc le fonds, c'est un organisme qui est dirigé par un comité directeur et les principaux acteurs qui sont les principaux acteurs du patrimoine, de l'urbanisme, du ministère du Développement durable et des Finances. Il affiche une très grande transparence dans le déroulement du projet, du début à la fin, par le biais de concours d'architectes, des soumissions publiques et à la fin des publications scientifiques et des rapports et des bilans annuels. Sur ces plans qui reprennent la vue aérienne précédente, les maisons en gris sont des constructions anciennes et les maisons en rouge, les nouvelles constructions ou les constructions dans les années 70 LED qui ont été remplacées. Nous avons créé un nouveau passage piéton qui a pu donner des raccourcis dans le quartier. La même situation dans la ville. En photo, et sous un autre angle, on a donc intégré des espaces verts dans des cours qui étaient très laides. On a fait ces cours accessibles aux personnes qui sont propriétaires des logements. Et donc, on a créé au sein des espaces des oasis très appréciés pour les personnes qui habitent autour. On a créé ici 20 logements, 4 commerces sur 5000 mètres carrés. Là, nous sommes en train de faire une autre action de restructuration. Cet îlot était occupé entièrement par l'administration judiciaire. Dans la précédente, c'était le musée qui avait pris tous les bâtiments. Donc l'administration judiciaire a quitté le pâté de maison et nous avons donc remplacé les constructions au milieu de l'îlot des grandes salles d'audience des années 50 par un immeuble contemporain qui relie les anciens pignons aveugles et on crée ainsi également des espaces de distribution à l'intérieur des espaces verts qui donnent accès au logement. Sur la rue, l'aspect va changer également. Dans ce même îlot, donc les maisons, on peut trouver une architecture beaucoup plus consensuelle et on va baisser en fait le gabarit de la maison des années 50. Ça, c'est un projet d'une envergure de 14 000 mètres carrés pour 44 logements et 5 commerces. En fait, dans toutes ces actions, les logements seront mis en vente aux enchères et donc accessibles à tout le monde. C'est un projet vous voyez en fait le musée national à gauche et à droite une annexe. Le passage des années 1970 est une création sans base historique. Nous allons le remplacer, cette passerelle, et en faire un pont transparent sur 2 niveaux. Et nous allons ainsi aussi donner pour la première fois accès aux personnes à mobilité réduite dans la partie à droite du bâtiment. Ce projet est également en cours qui concerne l'intégration du ministère des Affaires étrangères dans ce prestigieux palais de la Renaissance qui a une façade 19e siècle posée devant le bâtiment ancien. On a une superficie de 8000 mètres carrés et ce projet se terminera dans 2 ans. Donc, les études de ce bâtiment ont démontré qu'il a traversé les âges et qu'il a été à maintes fois transformé et agrandi.
Et nous avons fait une analyse fine, très détaillée pour documenter l'existant, les nombreuses phases de transformation qu'a connu ce bâtiment à travers la dendrochronologie, les levées détaillées, la recherche historique. Et ainsi, nous avons pu voir que lorsqu'on découvre des beaux encadrements Renaissance, qu'ils peuvent faire partie intégrante du projet. Toutes nos recherches profitent également au secteur du patrimoine, engageant des personnes dans la restauration, dans les archéologues, et également dans le domaine de la technique, pour la technique de construction, d'ingénierie et donc de restauration. Bon, le Fonds de rénovation, qui est un acteur public, il peut œuvrer en toute transparence et intégrité au service du patrimoine à travers ses bilans et ses comptes annuels. On a donc un tracé transparent de son activité. Au bout de son existence, il a donné un nouveau souffle dans ce quartier qui a été vidé de la moitié de la population et qui est maintenant le plus prisé de Luxembourg, le plus recherché. Et voilà, je donne la parole à Madame Schaaf, Milani, qui parle du réseau routier de la ville. Voilà. Donc, nous revoilà à l'extérieur dans l'espace urbain. Nous avons eu un problème, donc la revitalisation de la vieille ville, elle était superbe, mais l'espace urbain qui était autour, quelque part, n'amenait pas le public depuis le restant de la ville. Et la rue que vous voyez là, en fait, la rue du Fossé, elle était perçue vraiment comme un fossé. Donc, les nouveaux commerces dans la vieille ville en souffraient. Donc, on s'est dit qu'on va refaire avec les infrastructures et un projet vraiment qui est de long terme, et on va en dessous du sol et au-dessus du sol, vraiment proposer une solution qui soit durable et qui soit accessible pour toutes les personnes, tous les usagers, et qui mette en valeur ce travail justement de la restauration des bâtiments. Donc, on a fait des fautes auparavant au point de vue du dallage. On voulait absolument avoir un dallage de la région qui vieillit très mal, qui a beaucoup d'entretien et qui, d'un point de vue de durabilité, était absolument impossible. On a opté pour un échantillon grandeur nature qu'on a fait faire en 80 jours pour voir comment est-ce qu'il se comporte par rapport aux usagers et sollicitations, et ça marche très très bien. Donc là, vous voyez les avant-après, et c'est ce projet-là, en fait, qui va être après remis partout dans la vieille ville, et éventuellement dans le restant de la ville, en choisissant vraiment le respect du matériau par rapport, et son calpinage par rapport aux usagers. Tout le monde peut passer partout et mettre en valeur les bâtiments, essayer de réduire la pollution en proposant des espaces pour les terrasses et les commerces sans que eux ils viennent rajouter des artifices, et aussi de voir comment en fait combiner les pavés existants aux nouveaux pavés, les budgets et ainsi de suite, les différences de niveau qui est aussi très très difficile, l'hiver et ainsi de suite. On fait à chaque fois des excavations archéologiques et tout le chantier, il est mesuré de cette façon-là. Donc, on avance au fur et à mesure. On propose aux gens de refaire toute leur étanchéité par le même trou des immeubles. On fait de la sensibilisation au niveau du public et on fait un monitoring avec tout un travail avec des citoyens de concertation, think tank et ainsi de suite qui se termine, merci, qui se termine en fait par cette campagne-là où les gens sont sollicités régulièrement pour toute tranche de chantier à venir être informés, et on a des coordinateurs de chantier et avant tout des médiateurs, donc qui sont à l'écoute des gens, de personnes qui ne font que régler les problèmes et essayer de transmettre. Pourquoi est-ce que ce projet-là mérite d'être montré à niveau de Oaxaca à toute la planète? C'est parce que c'est un projet qui va sur 20 ans de planification et qui va pour 30 années de tranquillité par la suite, de garantir une vie pour une partie de la vieille ville qui n'était plus dans la ville alors qu'elle était là, et qu'elle va devenir un quartier de mixité de la ville
aujourd'hui on y travaille, on y habite, on y achète, on y vend, on a des festivités. Donc c'est devenu un quartier normal, sauf que c'est un quartier de patrimoine UNESCO. Et les politiciens et le gouvernement ont eu le courage de dire on embrasse ce défi-là, avec toute la logistique et les difficultés que ça peut avoir, et on va, avec les citoyens et avec le travail du citoyen, l'amener à terme. J'espère que j'ai pas trop dépassé. Merci. Merci beaucoup. Donc, oui, on est très bien resté dans le temps là aussi. Et merci aussi à tous les orateurs jusqu'à maintenant d'avoir aussi essayé de répondre à des questions qu'on avait posées dans l'email, de répondre aux critères. Donc, est-ce qu'il y a des questions à ce point-là? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de l'aspect participation citoyenne et aussi du volet culturel de ce projet, au-delà de l'aménagement architectural? Nous parler un peu plus de l'aspect culturel, de l'aspect social. Alors, pour les deux choses, en fait, il y a eu des éléments qu'on avait, entre guillemets, planifiés, et il y a des éléments qui sont spontanément produits par après, qui ont quelque part démontré que on était sur la bonne route. Pour ce qui est de la participation, en fait, elle a commencé dans le cadre de la politique générale de la ville, et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est de dire que le patrimoine, ça fait partie de la politique générale de la ville. Hein. Il faut l'avoir sur tous les agendas, et c'était de se donner une perspective à long terme, sur 20 années, de ce qu'on veut faire avec la ville. Et on l'a transmis dans des réunions de quartier. On a commencé par des réunions de quartier de tous les quartiers, avec des traductions. Vous imaginez, on a 64% d'étrangers, donc on avait des traductions simultanées pour toutes ces réunions-là. C'est un budget qu'il faut tout simplement assumer à ce moment-là. Bon, c'est pas partout aussi compliqué qu'à Luxembourg. On a été à l'écoute des gens. Et c'était pas les politiciens ni l'administration, mais en fait, on a engagé des bureaux pour avoir un premier contact qui est complètement neutre. De là, on a rassemblé les analyses et on a en quelque sorte dispatché vers les différents services de la ville qui ont alors revenu avec un plan pluriannuel, le court terme, le moyen terme et le long terme. Et c'est avec ce plan-là qu'alors la politique avec les services est rentrée de nouveau chez les quartiers et on a dit voilà, avec ce que vous nous avez donné, voilà ce que nous on propose et on prévoit de le refaire. Ça, c'est un processus qui a commencé en 2001-2002 et qui, aujourd'hui, cette année, on est à la deuxième tournée de retour des politiciens des services dans les quartiers pour donner ce feedback. Parallèlement à ça, on a eu par notre city management une analyse de la situation, les choses fortes et moins fortes. On a eu des Business Improvement Districts, justement pour cette rue-là qui était un peu remplie de commerce, mais où ça marchait pas. Parce qu'on s'est rendu compte que par le travail de qualité du fonds, en fait, il y a beaucoup de petites entités qui sont installées là-dedans, donc vraiment des artisans qui faisaient un petit peu du sur-mesure, mais qu'ils avaient du mal à attirer. Donc, et c'est eux qui sont venus envers nous pour nous dire, mais est-ce qu'on peut continuer ceci ? Et on a eu des think tanks parallèlement où on a invité les institutions et les usagers, les gens vraiment de réfléchir ensemble et on essaye à chaque fois de remettre tout ça vers tous les services, donc de faire un dispatch permanent au niveau de l'administration et des services techniques. Pour ce qui est du niveau culturel, ça va un petit peu de pair parce que l'existence du musée, l'ancien musée et le remplacement par un nouveau musée a fait que
il y a des intérêts qui se sont manifestés autour. Donc, il y a aujourd'hui des galeries d'art qui ont expressément déménagé vers cette partie-là de la ville. Il y a des petits, justement, des petits artisans de bijoux ou autres, mais qui ne sont pas du tout de l'ordre du touristique. Hein. Alors ça, vous venez à Luxembourg, on voit pas du tout la pollution du tourisme. Hein. C'est vraiment au niveau des utilisateurs quotidiens. Hein. Et ils sont venus tout simplement se mettre autour. Ils ont accaparé l'espace qui tout d'un coup était prêt et qui n'attendait que ça. Et même les manifestations traditionnelles qu'il y avait une ou deux par année, on a davantage de demandes d'en faire entre ceux-là pour avoir un rythme plus régulier. Et on essaye d'y répondre autant que possible. Mais une autre chose que je n'avais pas précisé, c'est que ces études, justement, au niveau de l'archéologie, Luxembourg n'a pas une université depuis très longtemps. Donc la recherche, l'histoire, ce que vous disiez tout à l'heure, il faut connaître pour pouvoir apprécier et transmettre. Nous, la connaissance, avec ces projets-là, elle a connu un truc mais monstrueux. Donc Isabelle, elle a 300 caisses de produits entre guillemets trouvés qu'il faut après au niveau d'une université, des instituts en fait catégoriser et rechercher des choses qui sont tellement spécifiques qu'on peut pas aller chercher de l'aide à l'étranger. Donc c'est pas comme des cadavres où on peut facilement aller aux autres universités autour et avoir leur aide parce que c'est des connaissances universelles. Là c'est vraiment des choses qui sont liées à la production oui. Et après chaque fouille, dès qu'il y a des découvertes, tout le monde trouve un petit bout dans son puzzle pour ses recherches à long terme par rapport à l'écriture vraiment de l'historiographie. Et ça, c'est une chose très, très excitante, enfin pour moi. Mais qui est difficile aussi, parce que là, en automne, on va commencer la tranchée du projet de l'espace urbain, qui est de la partie la plus vieille, donc de la partie où il y a le plus de choses, et nous ne savons pas vraiment ce que nous allons trouver. Donc, au niveau de la gestion du chantier et de la gestion des marchés publics, c'est une incertitude avec laquelle il faut, sans pouvoir la quantifier, il faut en tenir compte. Et là, de nouveau, je pense que ces choses-là ne marchent que, excusez-moi, si vraiment c'est ancré dans l'attitude politique par rapport à la ville. Donc, de vraiment assumer cela et d'en faire un défi et pas une chose qui paralyse en fait l'évolution. Et ça, j'ai l'impression aujourd'hui, mais peut-être que d'ici 20 ans, on va tous se revoir, je vous dirai autre chose. Nous avons l'impression que nous sommes sur la bonne voie. Enfin, on vous en dira peut-être plus à Oaxaca. Merci beaucoup.